Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique ? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Abderrazak, comment ça va ? Ça va et toi, tu vas bien? Bah écoute, très bien, très bien. Depuis ma formation. Depuis ta formation. Oui, écoute, ça va bien. Ça fait quoi maintenant 3 ans? Presque 3 ans. Donc, C'est le bien. temps passe vite, on ne sent pas filer du tout. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu as plus de 20 ans d'expérience dans le test et justement, tu as vu toutes les évolutions sur les 20 dernières années sur les métiers du test. Tu t'intéresses aussi aux méthodologies DevOps et à côté de ça, tu es formateur. Donc justement, j'ai eu la chance de t'avoir en tant que prof quand j'ai effectué ma reconversion. Et je me suis dit que ce serait super de t'avoir pour parler des problématiques qui sont justement liées à la formation dans le domaine du test en France. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est très bien, c'est très bien. Donc en plus, je peux rajouter, donc en plus de la formation, je m'occupe aussi justement du conseil. Donc c'est pour ça que j'ai élargi un peu sur DevOps et autres. Donc pour accompagner nos clients dans le test, avec de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Et donc ça fait partie aussi de mes compétences. Ok, très bien. Alors, avant de te demander de présenter un petit peu ton parcours et puis ce qui t'a amené au test, pour toi, c'est quoi un produit de qualité ? Un produit de qualité, je me mets à la place de l'utilisateur final. C'est un produit qui satisfait mes besoins. Tout simplement. Tout simplement. Et donc j'ai exprimé mon besoin et ce produit doit répondre en tout point à ce besoin. Ok. Réponse concise. Comme Nicolas dans le dernier épisode là qui est sorti, il m'a dit un produit de qualité, c'est un produit qui fait ce qu'on attend de lui. Voilà. Et en soi c'est vrai. Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc C'est ça la qualité. La qualité, c'est après on va avoir des aspects on va dire non fonctionnels pour l'utilisateur final, mais qui peuvent être pénibles comme la performance et autres. Et là, c'est vraiment d'autres points aussi pour lesquels un utilisateur, il mettra pas plus de 3 secondes pour désinstaller une application de son téléphone mobile. Dès qu'il installe, si elle démarre pas, si c'est pas fluide, il va avoir peur que ça génère des problèmes sur les autres applis, sur son téléphone. Et donc, c'est limpide, c'est rapide. On peut disparaître finalement avec notre application des téléphones du jour au lendemain si on fait pas attention à cette notion de perf. et c'est ce dont les éditeurs de logiciels ont peur. La non-rétention. Exactement. Ok. Alors, du coup, ma première vraie question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et puis ce qui a fait que tu es tombé dans le test ? Mon parcours finalement en réalité, ça a démarré par ma spécialisation universitaire parce que j'avais fait un DESS d'ingénierie en qualité et fiabilité. Alors, un DESS, ça s'appelle toujours comme ça ? Ça diplôme, ouais, c'est un bac plus 5, quoi. C'est la dernière année d'ingénierie après une maîtrise. D'accord. Et donc, je l'ai fait en plus à Grenoble, à l'ENSIMAG. Donc c'est à côté, il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSIMAG. Et donc ma dernière année, c'était la spécialisation sur la qualité et la fiabilité, sur 1 an, avec un stage que j'ai fait chez Renault Véhicules Industriels à Lyon, lié à la qualité et au test. Et puis progressivement, j'ai fait des premières missions qui étaient plus à l'époque sur des audits qualité, mais qualité système. Qualité système, ça veut dire que à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs,
Donc c'était les normes ISO. Donc, et il fallait que le processus métier de l'établissement soit aux normes ISO. Et donc ça voulait dire de préparer donc l'établissement par rapport à tout ce qui est demandé dans la norme. Et puis après de faire passer un auditeur qui vérifie que le processus y corresponde bien et qui labellise et qui donne le label ISO 9000, 9001, 9002. Donc il y a plusieurs déclinaisons. Donc j'ai travaillé 3 ans, 4 ans sur ces sujets-là. Et un jour, je suis arrivé dans une expérience où on développait un logiciel dans le marketing santé. Et on a travaillé sur ce que l'on appelle les recovery plans. Donc les recovery plans, c'est s'assurer que s'il y a un incident, ou un incendie même, un incident au sein de l'établissement, on puisse redémarrer l'activité, même si on perd par exemple par rapport à un incendie tout l'établissement, donc nos bureaux, nos locaux, nos serveurs. Et donc c'était un gros travail qui était lié un peu à l'IT et qui m'a permis là de voir que dans l'IT il y avait des besoins par rapport à ces normes. Et ensuite j'ai eu des expériences qui m'ont permis ensuite d'entrer dans des éditeurs, chez des éditeurs de logiciels, pour mettre en place la qualité logicielle. Et là, j'ai vraiment commencé à travailler. Je me souviens d'époque. C'était les débuts de Test Director. C'était les débuts des outils qui étaient les premiers à arriver sur le marché à l'époque et qui se sont perfectionnés, mais qui ont gardé à l'accompagnement des projets à l'époque cycle traditionnel, cycle en V. Ouais. Avec le temps, ça a évolué. Il y a des projets maintenant qui sont agiles. Il y en a d'autres qui sont DevOps, mais il y en a beaucoup dans le tas qui sont plutôt hybrides. Donc, qui gardent une partie en cycle traditionnel et une autre partie vraiment en mode agile digital et qui nécessitent là d'autres outils, en l'occurrence. Et on a vu l'émergence de Jira, et X-Ray, Zephyr, tous les plugins qui vont avec Jira. Mais ce qui est intéressant et ce que je peux partager avec tout le monde, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui s'interrogent sur l'après Jira. Qui s'interrogent sur quoi? Qui s'interrogent justement si c'est le bon outil vraiment pour accompagner sur les projets agiles, de par son coût, de par ses performances. Donc il y en a beaucoup qui se reposent la question aujourd'hui. Et on a eu la chance d'accompagner un de nos clients sur un benchmark d'outils il y a moins de 6 mois. Et donc on a pu comparer d'autres outils du marché, et il y a d'autres solutions qui arrivent et qui pointent leur nez. Ok. Bon. J'imagine que ce que tu as vu, ce que tu as dû voir sur ces 20 dernières années, ça... Alors, du coup là, de ce que tu me dis, il y a eu une espèce de montée en puissance donc vers l'agilité, et là on est en train d'effectuer l'étape inverse, ou plutôt les décideurs sont en train de se poser la question d'effectuer le retour, de partir sur quelque chose qui est différent. Est-ce que je comprends en tout cas, si on remet en cause des outils comme Jira qui sont pour le coup ultra utilisés par un petit peu tout le monde dès qu'on essaie de faire un petit peu d'agilité, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait partir sur de nouveaux outils plus performants? Mais dans ce cas-là, comment on pourrait le faire? Ou est-ce qu'on retourne en arrière, on repart sur un mode en cascade? Ou est-ce que c'est juste une question d'outils? Non, j'ai dit sur le marché, il y a beaucoup qui sont hybrides, donc qui ont besoin quand même de solutions qui permettent de couvrir et le cycle traditionnel et l'agilité. Et aujourd'hui, beaucoup de clients en parallèle ont entrepris de partir vers le cloud. Et partir vers le cloud, ça veut dire que on est embarqué avec le provider. Ça peut être Amazon, ça peut être Microsoft, ça peut être Google. Et donc on est embarqué avec des solutions qui nous sont quelque part un peu imposées. Je prends Microsoft avec Azure DevOps. Mais il y en a d'autres. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et donc, ça ne répond pas forcément au cycle traditionnel.
déjà là, en parlant de Azure DevOps et d'autres qui sont. Donc c'est pour ça que il y a un juste milieu. Il y a toujours, à mon avis, un outil qui doit être, je vais employer le terme externe. Quand je dis externe, ça ne peut pas être l'outil qui est celui du provider, parce qu'il couvrira pas tous nos besoins. Voilà un peu et ça dépend après de l'écosystème, ça dépend des objectifs de chaque organisation, quoi. Mmh. Là, j'accompagne des clients. On a fait un benchmark sur le meilleur outil. Pour l'automatisation, on a fait un benchmark sur le meilleur outil, mais par rapport à son contexte. Bien sûr. Et son écosystème. Ça peut ne pas être la même chose pour notre organisation. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est pour répondre à ta question, mais avec plus de précision, parce que ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, chaque organisation, chaque client a des objectifs. Il y en a que c'est le coût, il y en a c'est l'homogénéisation des pratiques, etc., etc. Faut tenir compte de tout ça. Et là, on fait ressortir un outil par rapport à un autre qui n'est pas le même pour chacun. Et comme les tests, ça dépend du contexte. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Alors, le sujet de notre épisode, donc qui est la formation, m'est venu un peu à la suite de l'entretien que j'avais eu avec Jean-François Lépine, qui est CTO et qui a sorti là récemment un bouquin qui s'appelle La qualité pour les développeurs. Il m'avait demandé à la fin de l'entretien s'il y avait des formations spécifiques sur le test, parce que lui, de son expérience, on devenait testeur un peu par accident. Donc ça m'avait fait un petit peu sourire, mais en fait c'est un petit peu vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe par là. Sauf que c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, on a peut-être un souci au niveau de la formation en fait sur les métiers du test, parce que le grand public déjà ne connaît pas énormément ce métier-là par rapport à d'autres qui sont très visibles. Mais comment est-ce que c'est possible de se former dans le test si on ne sait même pas qu'il y a des formations qui existent là-dessus? Ou alors il faut faire des recherches pendant très longtemps. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens décident de faire une reconversion, ils entendent parler du test par leur conseiller Pôle emploi, et en fait, c'est là qu'ils tombent dedans. Mais ils vont pas se dire, ah, il y a peut-être des formations qui existent sur les tests, peut-être dans un environnement universitaire ou pour un BTS ou autre. Enfin bon, tout ça pour dire que ma question, c'est quoi aujourd'hui l'état de la formation sur les métiers du test en France, toi, de ce que tu as vu? Ok. Ça tombe bien parce qu'il y a des nouveautés, hein, donc il y a des nouveautés à présenter, donc notamment déjà pour crédibiliser les compétences testeurs, il faut passer, et tout le monde est passé par là, par une certification, une formation ISTQB, International Software Quality Board, et cette certification, elle crédibilise, et en plus c'est international, ça veut dire que si on est dans des projets internationaux, avec de l'offshore, avec l'Inde, avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres pays, si on parle avec des personnes qui sont certifiées STQB, on parle le même langage. Oui. Donc c'est pour ça que la certification STQB est importante. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça que je vais y venir, c'est pour ça que je me suis intéressé à DevOps aussi, c'est que il y a un nouveau syllabus qui est apparu en 2023, qui fusionne l'ISTQB Foundation avec l'Agile. Ça veut dire que demain, quand je dis demain, hein, sous peu, l'ISTQB Foundation que l'on délivrait il y a un an, ça va être une nouvelle ISTQB Foundation qui imbrique la composante Agile aussi, là, en tenant compte et du test dans des cycles traditionnels et du test dans des cycles agiles. C'est important de le présenter comme je le présente. Pourquoi? Parce qu'on a vu naître des certifications testing DevOps. Nous, on a un catalogue de formation assez fourni. On propose toutes les certifications quasiment de l'ISTQB, même celles avancées. On va proposer celles avec le nouveau syllabus.
Mais on propose aussi, pour ceux qui veulent connaître DevOps, la formation DevOps Foundation, mais aussi la formation pour les testeurs dans un environnement DevOps, qui s'appelle Continuous Testing Foundation de DevOps. Voilà un peu déjà sur... ça veut dire que les formations existent toujours sur le métier du test, depuis très longtemps. Oui. D'ailleurs, c'est en 91, je crois, que moi j'ai passé la certification STQB. Donc c'est vrai que ça fait depuis très longtemps, et ça existe. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui proposent ces certifications. Et on fait, comme tu as dû faire dans ta reconversion, des dispositifs spécifiques de reconversion avec 50 jours de formation à peu près, où on assure la formation STQB pour certifier les candidats en reconversion, certifier leurs compétences testeurs, avec les STQB. On assure l'utilisation des outils pour les référentiels de test. On assure l'automatisation des tests avec les outils du marché, open source. On assure aussi parfois la partie test de performance ou test API. Et donc tout ce parcours avec un TP, une mise en situation à la fin, une 50aine de jours, permet à quelqu'un de se reconvertir. D'où ta remarque tout à l'heure qui disait que Pôle emploi vous parle du test. Parce que ces dispositifs sont faits en partenariat avec Pôle emploi. Ouais. Voilà un peu. Okay. Mais aujourd'hui, le marché du test, donc au niveau de la formation, et notamment avec cette nouvelle norme, ce nouveau syllabus, c'est quelque chose qui est très répandu. Donc il y a beaucoup d'organismes de formation qui la proposent. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Et il y a différentes formations. Aujourd'hui, on voit beaucoup des demandes sur l'ISTQB Foundation qui revient. On a beaucoup de demandes sur l'automatisation des tests. C'est un sujet qui est important pour beaucoup. Et avant l'automatisation des tests, il y a vraiment des prérequis. C'est un sujet particulier. Il faut pas se tromper d'outils. Il faut avoir un référentiel critique et décrit et complet pour commencer l'automatisation, sélectionner les bons candidats pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc tout ça, on l'explique dans notre formation, pas à pas, et comment on choisit l'outil, comment on choisit les périmètres pour qu'il y ait un bon retour sur investissement. Donc il y a du process, de la méthode, et puis après il y a vraiment de l'automatisation avec un outil pour apprendre comment automatiser. Ok. Mais donc là, tu parles de ce qui est proposé par ta boîte. Donc oui. Testit. Oui. D'un point de vue global, donc effectivement, tu disais qu'il y a beaucoup de formations, donc de plus en plus de formations. Tu as parlé d'une 50aine de jours. Ouais. Bon, moi j'ai déjà mon avis sur la question. Est-ce que tu considères que 50 jours, 60 jours, 3 mois, c'est suffisant pour faire une reconversion et pour quelqu'un, parce que je me mets à la place de quelqu'un qui dit ok, je vais me reconvertir et en 3 mois je vais apprendre un nouveau métier. Est-ce que je vais me sentir légitime au bout de ces 3 mois pour pouvoir démarrer ce nouveau métier? Démarrer, tu peux pas. Ce qu'on a fait, on en a parlé juste avant qu'on s'enregistre. Donc on a fait une session spécifique, et là je vais donner un exemple concret. Donc de personnes en handicap. Ouais. Donc en partenariat avec des partenaires, donc la PFE et un client final. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la formation, des 3 mois après leur TP, leur mise en situation, ils ont une période où on les met dans des projets internes pour qu'ils mettent en œuvre ce qu'ils ont appris pendant 3 mois. Et seulement après, ils les proposeront à des missions, à des clients finaux. Donc c'est un exemple, c'est des réajustements par rapport au parcours. Mais normalement, de mon point de vue, il y a une présélection avant d'entrer dans un cursus de 3 mois qui fait que les personnes entrées au début, à la sortie, au bout de 3 mois, sont aptes
à pouvoir travailler et mettre en œuvre ce qu'ils ont acquis comme nouvelle connaissance. Mhm. Quand je dis il y a une présélection, ben, on va prendre des personnes qui ont déjà eu un travail, hein, que ce soit métier, fonctionnel, qui ont déjà eu de l'expérience, peut-être 2 ans, 3 ans, et on va leur apprendre à faire du test. Donc ça va compléter à leur expérience et décliner avec une certification et avec des méthodes et des process concernant le métier du test. Donc si les choses sont bien faites, ma réponse est oui. Après, si la sélection en amont elle est pas bien faite, c'est quand je dis elle est pas bien faite, qu'on prend quelqu'un qui il faut le vouloir, hein, de se reconvertir. Donc si on prend quelqu'un qui était hésitant et pendant la formation, il y a des cas parfois, hein, Mhm. j'en ai juste un pour information, hein, avec le Covid, avec la période Covid et autres, depuis je pense que j'en ai vu au moins 500, 600 en formation, Mhm. en reconversion. Et c'est rare, hein, mais il y en a peut-être 3% ou 5%, hein, entre 3 et 5%, qui n'étaient pas faits pour. Donc ça veut dire que le travail était bien fait en amont pour une reconversion réussie. Ouais, ouais, c'est vrai que 3 à 5%, c'est quand même assez faible. C'est pour ça que je dis, si tout est bien réuni, généralement il n'y a pas de problème. Après, la réalité, c'est que il y a des hauts et des bas au niveau du marché. Et puis en sortie, s'il tombe sur un pic qui est en bas, Mhm. ben, ça peut poser des soucis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de projet, et ça peut être compliqué. Ouais. C'est important, je pense, de préciser pour les personnes qui nous écoutent ce que tu l'as dit. On part, on part pas de zéro. Sauf si on sort tout juste d'études et qu'on n'a pas vraiment travaillé avant, qu'on n'a pas de spécialisation. Et encore, en sortant d'études, on a déjà une première spécialisation. Mais quand on choisit de se reconvertir, c'est qu'a priori, on est déjà parti dans quelque chose, qu'on a déjà commencé à maîtriser quelque chose. Et donc, du coup, je pense que nos auditeurs l'auront compris. Moi, je pense que 50 jours, c'est complètement possible parce que je l'ai fait, pour le coup. C'est complètement possible de commencer à travailler dans le test et d'avoir les compétences parce que justement, tu as cette mise en situation, parce que tu es dans du pratique, tu n'es pas dans de la théorie du tout. Et je pense que pour les personnes qui pourraient douter de ça, on part pas de zéro. Voilà, on a déjà des trucs en tête, on a déjà des compétences et vraiment, faut pas se dire c'est impossible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font Moi, et j'ai vu ça beaucoup de fonctionne. personnes, hein, qui ont réussi, qui ont très bien réussi, et Mhm. qui ont évolué. Je peux citer des exemples, hein. Moi, pas plus tard qu'il y a moins d'1 an, j'ai pris quelqu'un sous mon aile, Mhm. et je peux vous dire que il a décollé, quoi. Ouais. C'est tout. Donc après, tout dépend, faut le vouloir. C'est une reconversion, on l'a fait pour élargir son champ de compétences, on l'a fait pour acquérir un nouveau métier, on l'a fait pour... c'est un choix. On le fait pas comme ça. Et donc si déjà dès le début on se trompe ou on est hésitant, c'est pour ça que je le redis, ben ça peut poser des soucis après, quoi. À un moment donné, on va dire j'ai fait cette reconversion, mais c'était pas quelque chose que je voulais, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé de 3 à 5% qui échouent. Quelque part, je parle vraiment de la formation et de leur reconversion, là. Mhm. Mhm. Et puis je pense qu'on se rend compte assez tôt, en fait. C'est pour ça. Donc il y en a parfois qui arrêtent, hein, au bout de la première semaine, hein, qui disent qu'ils sont pas faits pour et qu'ils arrêtent. Ça fait partie des 3 à 5%, là. Ouais. Mais c'est mieux d'arrêter tout de suite si on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, hein, parce que là on est en train d'apprendre un nouveau métier, c'est pour derrière peut-être faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, et puis moi ça fait 25 ans, 20 ans que je fais ça, quoi. Mhm. Donc c'est pour ça, ça peut être long. Donc si on choisit pas le bon métier, on va après se retrouver dans encore se réfléchir à une reconversion, quoi. Ouais, et puis même, j'ai envie de dire, c'est encore plus facile, si tu veux. Parce que c'est pas comme si tu sortais de, justement, 5 années d'école d'ingénieur, tu vois, tu les as faites les 5 années, quoi. Alors que là, tu peux décider rapidement.
Oui, je suis d'accord, hein, mais bon, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en plus ça réussit. Et ces prérequis, je le sais, hein, parce que on se posait la question, il y en a certains, hein, des clients qui me disent, oui, je peux faire une re- des recrutements en passant par des reconversions. Mhm. Et ils me demandent si on peut mettre des bacs plus 3, des bacs plus 2, etc. Justement, il va y avoir peut-être après des problèmes Ouais. dans le déroulement de la formation pour acquérir les compétences, quoi. Mhm. Ça peut être un souci, quoi. Et puis, il y a certains clients qui exigent que ce soit des bacs plus 5, quoi. Mhm. Voilà. Après, là, on est en train de faire, et là, je suis en train de faire, dans la formation, préparer un peu les nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, ça touche à des formations spécifiques, hein, qui n'existent pas forcément encore partout, mais qui vont toucher tout le monde d'ici 3 ans, 4 ans, quoi. Donc je réfléchis à ça. Du style l'accessibilité, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement, Ouais. exactement. Il y a des techniques, des tests spécifiques. Il y en a d'autres, hein. On est en train de réfléchir à différentes choses. Je préfère pas en parler parce que c'est des choses Confidentiel. même pas confidentielles qui sont stade zéro là. On est en train de réfléchir. Bon, on en parlera le moment Un venu. prochain podcast, ouais. C'est ça, dans le Prochain prochain podcast. épisode. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, pour rendre un peu les métiers du test un petit peu plus, je sais pas le terme, un petit peu plus sexy, tu vois, que ça attire un petit peu plus de monde, parce qu'on est sur des métiers où il y a quand même pénurie de candidats. Tu vois le fait de dire qu'on a une pénurie de candidats, je dirais pas ça. Ok. Pourquoi? Je dirais qu'il y a une pénurie de candidats sur certaines techniques de test. Ok. Pourquoi? Parce que des testeurs, on en a, il y a des organismes de formation comme nous, comme d'autres, qui font des reconversions quasiment tous les 3 mois. Mhm. Donc il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché tous les 3 mois, c'est ce que je suis en train de dire. Mais ceci dit, aujourd'hui, les besoins, on n'est plus sur... et d'ailleurs, il y a la taverne du testeur, hein, qui permet de voir un peu l'évolution du métier du test Mhm. et les tendances. Et on n'est plus sur des profils pointus qu'on ne trouve pas. C'est ça la pénurie. Des profils qui vont aller gérer des tests plus techniques, que ce soit des tests de sécurité, Mhm. que ce soit de l'automatisation des tests avec des outils, je vais employer le terme, hein, même si c'est open source, exotiques. Et donc il faut que les personnes montent en compétences sur le terrain. Là, t'as le cas. Donc ils sont obligés de installer eux-mêmes l'outil, d'aller parcourir l'outil, de voir comment ça fonctionne et de monter parfois en compétences en auto-formation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, hein, je peux vous le dire, hein, il y a des outils d'automatisation comme IoDrive, comme d'autres, comme des nouveaux embarqués. J'ai parlé tout à l'heure, hein, des providers. Donc il y a des outils aussi maison, entre guillemets, d'automatisation des tests. Pour le retail, il y a plein d'exemples. Et tous ces outils, ils sont un peu complexes, il y en a pas beaucoup qui vont se frotter à ces outils. Et on a des pénuries sur ce genre de profil. Par contre, sur des testeurs fonctionnels, sur des testeurs en mode agile, hybride, là, j'ai pas de débat, il n'y a pas de pénurie en réalité. On trouve des consultants et je viens de dire que il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché quasiment tous les 3 Mhm. mois, quoi. Ok. Bah, tu vois, bizarrement, moi, j'ai pas l'impression. Après, t'as plus Ouais. d'expérience que moi là-dessus et t'as plus de visibilité. Euh, mais j'ai pas l'impression que même sur du test fonctionnel, au final, tous les besoins soient remplis. Après, c'est ma vision des choses. Après, la réalité, les besoins, ils sont remplis. C'est-à-dire que les ressources, elles sont là. Mais on a, je peux te dire, hein, des fois, on a des demandes. Le client, il reçoit 10 CV. Ok.
pour un besoin. Quand tu as du 1 pour 10, pas forcément que de nous, 10 CV, mais d'autres, quand tu as du 1 pour 10, c'est que quelque part, il y a du monde. Après, les gens sont peut-être un peu plus occupés aujourd'hui. Quand je dis un peu plus occupés, il y en a très peu qui sortent de missions. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça veut dire qu'ils ont des missions longues. Mais je rajoute qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché par des reconversions quasi tous les trimestres, quoi. Donc sur les sujets bien pointus, et je peux le préciser, on a du mal même à staffer. Et tout le monde a du mal à staffer sur des sujets bien pointus. Mais sur les tests fonctionnels, sur les clients, quand ils vont faire une expression de besoin, ils vont recevoir au moins 10 CV au bout d'une semaine. Ok. Donc, de ce que je comprends, en fait, donc là, s'il y a quelqu'un qui se dit ok, bon, je vais me reconvertir, je vais commencer par faire du test fonctionnel, en fait, cette personne-là a tout intérêt à déjà choisir une spécialisation et ne pas partir dans le fonctionnel. Exactement. Parce que en fait, très très vite, va se retrouver sur quelque chose qui est saturé. Exactement. Okay. C'est-à-dire que le métier du testeur évolue, et aujourd'hui, ce qu'on veut, quand on cherche un testeur, on veut qu'il soit pas frileux sur l'automatisation des tests, on veut qu'il soit pas frileux sur l'utilisation d'open source, on veut qu'il soit pas frileux sur les tests API, sur tous ces sujets qui, à l'époque, n'étaient pas des sujets que le testeur fonctionnel devrait supporter. Voilà. Donc tous ces profils-là, qui arrivent à sortir avec ces compétences, que ce soit dans un format de reskilling ou autre, ils ont aucun souci pour retrouver des missions rapidement, quoi. Voilà un peu pour répondre. Mais c'est exactement ça, tu vois. Par contre, la réalité, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Moi, j'ai fait des reconversions, j'ai formé sur les API, j'ai formé sur l'automatisation, j'ai formé sur l'agilité et le DevOps. Et tout le monde me dit non, mais moi, je veux rester dans le cycle traditionnel, quoi. Il y en a pas beaucoup qui vont se frotter et se filer parce que ça demande un effort un peu plus conséquent quand même pour acquérir ces nouvelles compétences qui sont techniques et en général, initialement, pour les testeurs fonctionnels, on ne leur demandait pas d'avoir de l'expérience technique, développement et autres, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent être confrontés à des outils un peu exotiques, comme je disais tout à l'heure, qui nécessitent ces compétences techniques. Au-delà du process agile, DevOps, hybride, il y a tout ça, quoi. Il y a un aspect méthodo. La façon de travailler en mode agile et faire des tests en mode agile, c'est pas la même chose quand on est en mode traditionnel. Et puis, quand on est en agile, on va faire encore plus tôt l'automatisation. Donc, on va devoir automatiser certains tests rapidement. Et il faut que pendant le sprint, le moment où on livre, une partie des tests automatisés soit exécutée. Et puis, on prépare les autres tests pour les futurs sprints. Ouais. Et on les automatise certains. Et donc, ça veut dire que dans l'équipe de testeurs, faut forcément qu'il y en ait un, si on est 3-4, qu'il y en ait un qui est un peu plus technique que les autres pour s'affranchir de tout ça. Idéalement, tout le monde, mais ça, c'est le rêve. C'est carrément un rêve. Bon. En tout cas... En tout cas, ceux qui sont très techniques, de toute façon, profil très technique, c'est des développeurs de profil qui ont acquis du test, donc mais qui se sont, comme tu disais au début, qui ont dû obligatoirement apprendre à faire du test. Parce qu'il y a des équipes, des projets où on dit aux développeurs la qualité c'est l'affaire de tous et puis il n'y a pas de testeur. Et donc du coup il est obligé d'apprendre. Et le risque c'est que comme il n'est pas certifié STQB, comme il connaît pas les enjeux, les process, tout ce qu'il faut mettre en œuvre, ça peut être compliqué. Et à la fin on va se retrouver, on n'a pas de test, on a automatisé pas les bons tests, etc. Je fais des audits chez mes clients et je m'aperçois dans ce cas de figure qu'il faut dépeloter, qu'il faut refaire ce qu'on n'a pas fait.
Donc faire la gestion des exigences, vérifier que les user stories sont complètes, qu'il y a les critères opt-down, les critères d'acceptation, tout, on va dire les prémices finalement qu'il fallait mettre en œuvre dès le début, on les remet en œuvre avec les nouveaux sprints, quoi, les nouveaux incréments. Okay. Et tu penses que c'est plus facile dans ce sens pour quelqu'un qui a déjà des notions de développement, qui est déjà dans le développement en lui-même? Tu penses que c'est plus facile dans ce sens-là de détricoter et de réapprendre les principes du test, ou dans l'autre sens, quelqu'un qui n'y connaît rien techniquement, mais qui apprend au fur et à mesure ce qu'il faut pour être un bon testeur? Moi, je pense que c'est plutôt le deuxième cas. C'est quelqu'un qui apprend au fur et à mesure. Mhm. Parce qu'un développeur, il est là pour développer Ouais. et vérifier que ces lignes de code, elles compilent et elles correspondent, entre guillemets, à ce qu'on lui a demandé de développer. Donc faire ses tests unitaires. Il peut pas être le testeur. Et s'il est le testeur, il y a un problème. Il peut pas être jugé parti. Mhm. Donc ça une règle de base. Et je pense que tout ça a été bafoué avec le marché qui a pris le train, le TGV, et que tout le monde est monté dans le TGV. Et même peut-être parfois on a laissé les testeurs sur le quai. Mhm. Donc ce que je vois moi sur le terrain, c'est exactement ce que je constate, ce que je suis en train de dire. Typiquement, c'est qu'un testeur, il va être ici pour être le garde-fou, le gardien du temple de la qualité du projet. Et donc, il va mettre en place tout ce qu'il faut depuis le début du projet, et pour chaque sprint, à chaque fois. C'est lui qui en est garant. Il va peut-être s'appuyer sur les développeurs, il va peut-être s'appuyer sur le PO, il va peut-être s'appuyer sur les acteurs par rapport à ses besoins. S'il a besoin d'automatiser, il va peut-être s'appuyer sur, s'il y a une chaîne d'intégration continue, sur la personne qui instancie le serveur d'intégration continue, en lui précisant, voilà les tests de non-régression automatisés qu'on a automatisés et qu'il faut instancier. Donc ça va être le gardien du temple. Mhm. Si on laisse la patate chaude, entre guillemets, en disant que la qualité est l'affaire de tous, j'aime pas ce mot, j'aime pas cette phrase, en réalité, c'est l'affaire de personne, quoi. Parce que tout le monde va veiller à faire un petit peu. J'ai fait mes tests, j'ai vérifié, ça compile. Mais ça compile quoi? Ça compile, mais après, est-ce qu'on lance des tests de non-régression ou on lance rien du tout et puis juste ça compile, tout va bien, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a quand même des grosses boîtes, des grosses boîtes du style Spotify, qui n'ont pas de testeurs du tout, et pourtant qui ont un produit qui est quand même plutôt bien fait, quoi. Mais ils font des tests automatisés Ah. qui se lancent dans leur chaîne d'intégration continue. Et c'est là où je te dis, ceux qui ont pris le train, qui ont voulu faire du Spotify, Mhm. il y a des maillons dans la chaîne qui manquent. C'est-à-dire qu'ils ont donné les clés, et puis derrière, il y a les tests unitaires qui se font bien, il y a la compilation qui se fait bien, mais il n'y a pas, à chaque incrément, les tests critiques automatisés qui se lancent dans l'environnement de test avant la mise en production. Mhm. Voilà. C'est pour ça que je disais que le testeur, il est là pour être le garant, pour enrichir ce patrimoine-là, à chaque fois qu'on va automatiser et qu'on va lancer un build, quoi. Mhm. Des nouveautés, des changements. Chaque fois qu'on introduit un changement, on doit être sûr que il n'y a pas de régression, ça va pas casser des fonctions qui fonctionnaient avant. C'est pas parce que je rajoute une fonction ou que je corrige un bug que j'ai pas testé ce qui fonctionnait avant, parce qu'il peut y avoir des impacts. Et donc on l'automatise, on fait un patrimoine qui s'enrichit, et on le met, on l'instancie avec le serveur, l'ingénieur du serveur d'intégration continue, pour qu'il soit joué à chaque fois que les développeurs vont livrer des nouveautés. Mhm. Bon, On en qu'il y ait un crée des responsable nouveaux, du process, quoi. voilà, exactement. Et on en crée des nouveaux au fur et à mesure qu'on a des nouvelles fonctionnalités, quoi. Ça s'arrête pas. Si on arrête de faire des tests de non-régression, par exemple, on a testé la nouvelle fonctionnalité, elle fonctionne, mais peut-être que demain, je vais prendre un exemple, le paiement par PayPal, il fonctionne, tout va bien, mais le paiement par carte bleue, on l'a pas testé, on l'a pas retesté en introduisant le nouveau PayPal. Mhm. Imagine qu'il y a un bug dans le paiement carte bleue.
ça peut être un incident très grave. Bien sûr. Parce que en termes de chiffre d'affaires, ils vont pas pouvoir encaisser. Donc dès qu'on touche à une fonctionnalité qui est commune, hein, le paiement, bah, on avait des paiements, on introduit un nouveau paiement, bah faut tester les anciens paiements, quoi. Et les anciens paiements, on les a déjà testés dans un autre incrément précédent, mais normalement c'est un test critique, il faut l'automatiser, il doit être joué à chaque fois qu'on va toucher au paiement, quoi. Mmh. C'est illustré, mais ça permet de comprendre, parce que c'est important comme exemple. Et donc ça, c'est très important. Donc Spotify, quand ils ont initié leur chaîne d'intégration continue, avec des développeurs, sans testeurs, bah, ils ont défini des user stories, ils ont défini des features les plus critiques, et à chaque fois qu'il y a des tests, ils font ça. Mmh. Donc à chaque fois qu'il y a des évolutions, ils enrichissent leur patrimoine de tests de non-régression critiques, quoi. Donc ils ont la méthode, mais juste sans les testeurs, au final. Exactement, sauf que les process, donc tous ces aspects de testing sont faits différemment par rapport à un cycle traditionnel. Voilà. Yes. Ok. Bon, bah, merci pour cette réponse. En tout cas, ça répond à ta question. Oui, complètement. Enfin, j'aimerais avoir quelqu'un de Spotify, tu vois, pour voir comment ça se passe de l'intérieur. Il n'y a pas que Spotify, hein. Il y a Amazon, il y en a d'autres, hein. Il y en a Microsoft plein. aussi, Il y a je Netflix, Ouais. Donc il y en a plein. Il n'y a pas que. Mais dans leur process de delivery, hein, de manière globale, bah, ils ont impliqué justement des personnes pour qu'il y ait des tests automatisés, quoi. Mm-mm. Ou plus de tests API, plus de tests très techniques qui permettent de couvrir des aspects fonctionnels, quoi. Tout à fait. Bon. Dans tous les cas, il y a toujours du test, juste il n'y a pas de testeur fonctionnel. Voilà. Voilà. Et tu vois là l'exemple que je viens de citer, parce qu'on a évoqué Spotify, mais ce que tu disais tout à l'heure, et quand je t'ai dit que la pénurie, elle concerne plutôt des profils très pointus, très techniques, Mm-hmm. bah, c'est pour faire ça aussi. C'est pour faire ça. Voilà. Faire gagner du temps aussi. Bon. Alors, on arrive un petit peu sur la fin du podcast. Pour quelqu'un aujourd'hui qui serait en recherche d'une formation, comment est-ce que devrait s'y prendre? Parce que c'est une question que je reçois beaucoup. Et bon, j'ai une réponse basée sur mon expérience à moi. Mais comment est-ce qu'il devrait s'y prendre pour trouver la formation qui lui conviendrait le mieux? Moi, si c'était mon cas, et que je cherchais une formation, Mhm. je réponds clairement. Donc, premier réflexe que j'aurais, normalement, il faut aller rechercher ce que tu veux faire comme formation, donc les formations existantes. Donc il y a des moteurs de recherche, hein. Donc Bien je sûr. serai sur Google, je taperai les formations, je regarderai, je chercherai les formations qui m'intéressent, notamment s'il y a des nouveautés, des nouvelles, et j'en ai parlé tout à l'heure, hein, il y en a en plus hein, pour l'ISTQB, donc voir celle qui me correspond. Puis après, il y a toujours un débat du mode de financement. Donc il y a des financements aussi. Mhm. Donc tu as des financements propres, entre guillemets, personnels, avec ton compte formation, et tu as des financements qui peuvent passer par ton entreprise, etc. Tout dépend de la situation de chacun. Mais déjà, c'est sélection d'abord, recherche de la meilleure formation qui me correspond. Et puis après, et j'en ai parlé de quelques-unes hein, qui ont évolué, qui me paraissent intéressantes, dont je rappelle aussi l'accessibilité qui est quelque chose C'est important. qui va être important parce qu'il y a plein de tests à faire sur l'accessibilité. Très important. Et ça va devenir de plus en plus important parce que la loi commence à s'aligner un peu. Donc, Voilà, c'est important. Bon, dernière petite question. Tu as parlé du prix des formations. Tu as un écart très important entre les différentes formations qu'on peut trouver en ligne. Là, ma question, elle porte sur combien ça coûte de créer une formation. On va dire, on est sur une durée standard de ce qui se fait actuellement, 3 à 4 mois. Combien ça coûte de créer une formation dans le test aujourd'hui?
De 3 à 4 mois. Donc là, combien que ça coûte? Ça va coûter déjà, il y a l'ingénierie de formation si on n'a pas les supports, donc il faut créer tous ces supports Mhm. en fonction des modules que l'on va aligner sur un parcours. Là, on parle d'un parcours Oui. de 50 jours. Donc, faut faire l'ingénierie de formation pour créer tous les supports. Donc, tout dépend et quand on parle de 50 jours, une ingénierie de formation, ça peut coûter très cher. Sur 50 jours, tu as fait le parcours en plus, un Oui. testing. Donc, en termes de slides, tu as vu le nombre de slides qu'il y avait, tu as vu le nombre de modules. Et si on part from scratch, ça peut être très cher. La première réponse que je donne, très cher. Là, je suis en train de faire un parcours de formation, pas un parcours, mais un module de formation qui va être animé pour un jour. Je suis en train de passer 1 jour, 2 jours et demi Ok. pour créer tous les slides. Donc, ça fait un ratio, si c'est quelqu'un d'expérimenté, qui est de 2,5 à 3. Donc, on parle de 50 jours, 2,5 à 3 si on veut faire l'ensemble des supports, je sais pas, des modules. Donc, derrière, on est sur une centaine de jours, 150 jours. Ok. Donc, d'une personne qui va Juste décrire créer pas à pas les slides, etc. le contenu. Donc ça, Mhm. c'est vraiment le coût pour pouvoir délivrer les formations. Ça. Après, délivrer, tout à l'heure, j'ai parlé de dispositifs de financement. Délivrer un parcours de type POEI, donc c'est des personnes en reconversion, c'est des personnes qui sont inscrites normalement à Pôle emploi, et Pôle emploi finance la formation. Mhm. Donc derrière elle finance, ça veut dire que pour le stagiaire, c'est 0 finalement. Et elle s'inscrit au parcours. Ouais. Parce que tu m'as dit combien coûte une formation. Non, alors, combien coûte une formation côté centre de formation? En fait, pour la Ah, créer. j'ai répondu à ta question. Elle coûte, si on part de 0 et qu'on fait un parcours from 0, entre 100 et 150 jours Entre 100 et 150 jours, donc d'ingénierie de avec un formation. tarif horaire jour. Exactement. Mm. Ça veut dire qu'en gros, on prend un profil expérimenté, qui est le coefficient 2,5, 3, pas plus, Mhm. et un formateur expérimenté va passer, pour chaque jour qu'il animera d'une formation, 2,5 à 3 jours d'ingénierie de formation Mhm. pour produire les supports. Donc ça veut dire, on est sur un coût jour, je sais pas, de 800 ou de 1000 euros. Mhm. Là, ça te fait tout de suite le calcul. Ça fait cher quand même. Ça fait cher. Après, le ROI, c'est, bah, tu calcules combien tu dois délivrer de formation pour arriver à ce prix, en fonction du nombre de ressources de stagiaires que tu vas mettre dans les sessions. Ouais, quand même. Voilà un peu. Donc j'ai fait le calcul, on est sur 15 000 euros, grosso modo, pour une formation où quelqu'un aurait passé 150 jours dessus. Donc si jamais il y a des personnes qui se disent... enfin, 150 juste pour la création des supports. C'est plus, hein. Combien t'as dit pour la création du support? Parce que on est à 50 jours multiplié par un coefficient de 2,5, donc ça fait à peu près 125 jours, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Mhm. 125 jours à 1000 euros, tu as 125 000. Hein. J'ai oublié un zéro. Voilà. Donc après, quand tu as les modules de formation qui existent, comme l'ISTQB Foundation, comme l'automatisation, comme des modules qu'on a l'habitude de délivrer, Mhm. ben, ça coûte un peu moins cher. Oui, mais ça fait quand même beaucoup. Donc en fait, faut que les gens remettent un peu les choses en perspective. Quand Voilà, elles c'est ça. voient 5 000 Des euros la prix. formation, Voilà. 10 000 euros la formation, en fait, c'est pas Ben, si cher par rapport à ce que ça coûte derrière ben à c'est clair. produire. C'est clair. Et il y a des revues, donc moi je t'ai pas parlé de ce processus de revue, parce que moi je vais faire un support, mais le support je vais le faire valider avant de le mettre en production. Donc je vais mobiliser encore une personne dessus pour qu'il le relise, pour Mhm. qu'il me dise si tout est complet, etc., etc. Mhm. Donc là tout à l'heure j'ai simplifié en disant un coefficient 2,5 là, mais tu peux aussi rajouter dessus peut-être une demi-journée ou un jour de revue, tu vois. Et donc c'est pas si gratuit que ça. Mhm. Mhm. Ah oui, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher de se former. On a tendance à un peu l'oublier parce que la formation coûte relativement peu cher en France. Ouais. Euh, mais oui, il suffit de traverser la Manche
ou l'Atlantique, et on a les vrais prix de ce que ça coûte de se former, quoi. Et c'est pour ça que je disais qu'on a des dispositifs de financement. On a ce dispositif, on a Atlas, les OPCO, qui, quand on est dans une société qui prend en charge le coût de formation de ses salariés, en partie avec le 1% patronal. Donc on a vraiment beaucoup de moyens pour que les stagiaires, finalement, en termes de formation, ça ne leur coûte rien, et ni à la société, quoi. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as une question pour moi? Non, merci beaucoup, c'était super d'échanger un peu, puisqu'on a débordé, on n'a pas parlé de la formation, on a parlé de plein de choses, mais des choses intéressantes, j'espère, pour tout le monde. En tout cas, intéressante pour moi. Après, les auditeurs, j'espère qu'ils apprennent quand même des choses dans le podcast. Et, c'est intéressant. Voilà. Je te dis merci alors. Merci beaucoup, Abderrazak. Merci, à bientôt, et n'hésite pas à revenir vers moi si peut-être qu'on refera un podcast ou un autre podcast, parce que dans mes équipes, j'ai des personnes peut-être intéressées. Ouais, ok. Peut-être que si tu as envie de sponsoriser le podcast, fais-toi plaisir. Je vais en parler. Ça marche. Ah, vous l'avez entendu, vous êtes les premiers à l'entendre. Donc... écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien.